Bonjour à tous, aujourd'hui comme promis une petite vidéo pour revenir sur le sujet du contrôle continu qu'il y a eu avant les vacances. Je vous propose de regarder ensemble les exercices et de vous proposer une correction, c'est l'occasion de faire quelques rappels de cours et peut-être donner quelques conseils pour la suite et notamment l'examen de fin de semestre qui portera sur l'ensemble du programme, donc y compris éventuellement les les points de la semaine dernière. Alors regardons sans plus attendre le sujet. Donc, le sujet commençait par la définition d'un langage avec la syntaxe ANTLR. Donc, il manquait, vous me l'avez fait remarquer pendant l'examen, et en effet c'était une erreur de ma part, une ligne pour les expressions correspondant aux identifiants. Comme dans les langages habituels, les noms de variables peuvent être utilisés comme expression. Euh, donc, sinon, qu'est-ce qu'on remarque dans ce langage premier coup d'œil, qu'il y a deux types de données, d'accord? Les entiers et les lettres. Euh, donc les entiers sont définis comme d'habitude et les lettres comme des caractères alphabétiques, donc majuscules ou minuscules, encadrés par une paire d'apostrophes. Ok. Les identifiants sont. Les identifiants, c'est juste des caractères alphanumériques qui commencent par une lettre et qui peuvent contenir des tirets. Limite, c'était pas très important. Les instructions, donc on a impression, conditionnel. Alors conditionnel à une seule branche, ici on reste dans un style impératif, on n'a pas forcément de branche else. Boucle, non compté, donc boucle while, déclaration de variable, affectation d'une expression à une variable et suite d'instructions. Ok. Et ensuite les expressions donc, qui contiennent les lettres et les entiers, qui sont les types de base du langage. Ensuite, on a des constructeurs unaires, toLetter et toInt. Bon, le nom laisse entendre qu'il s'agira de convertisseurs pour pouvoir faire un cast. C'est comme ça qu'ils sont pensés en tout cas, on y reviendra. On a l'addition et deux opérations lower et upper qui prennent des expressions en paramètres. On peut deviner avec leur nom que c'est des opérations sur les lettres, sur les caractères qui font passer de minuscule à majuscule, qui changent la casse donc. Et une opération de lecture, un read comme on a vu en cours et en TP qui ne prend pas de paramètres puisque la lecture c'est un effet de bord, c'est l'utilisateur qui le rentre ou alors c'est la lecture d'un fichier ou de l'entrée standard du terminal. Donc la lecture dans le texte du programme, c'est pas quelque chose qui contient l'information qui est lue. Ça ne sera connu qu'à l'exécution, donc au moment de la compilation, la lecture, je rappelle, c'est pas un truc qu'on peut évaluer davantage. Ok. J'y reviendrai pour la question du typage notamment. Alors, premier point, la question sur l'opérateur plus ici. Alors, bon, dans l'ensemble, j'ai eu des bonnes réponses, donc ça vous avez assez vite compris. C'était une question pour vérifier que vous avez bien compris comment on définissait la grammaire. Pourquoi on ne remplace pas x plus exp par int plus int, sachant que voilà, dans le langage on a x plus exp ici et c'est ce qu'on a dans les définitions qu'on a vues ensemble. Eh bien, parce la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre le langage et le typage. C'était vraiment une question pour sensibiliser au fait que même si les types apparaissent dans ce langage, notamment en dur ici et dans les déclarations, le fait que les expressions puissent être d'un certain type, c'est quelque chose qui n'est pas déterminé au niveau de la grammaire, c'est déterminé par un algorithme de vérification qu'on produit par la suite. C'est d'ailleurs le sujet de l'exercice suivant. Donc voilà, c'était pour rappeler que euh, les expressions de ce type-là, on ne pouvait pas être plus, même si on sait que ce sont des expressions entières de chaque côté, on ne peut pas être plus précis parce que sinon on restreint énormément l'expressivité du langage. Si on veut pouvoir écrire... Alors, il y avait deux éléments ici de réponse qui étaient attendus, deux types d'expressions qu'on ne peut pas écrire si on fait ce remplacement. Dans un premier temps, les expressions composées, puisque si on met plus exp, on n'a plus la récursivité. On peut plus écrire quelque chose comme 1 plus 2 plus 3, puisque à gauche du plus, il faudrait ici avoir un entier.
Ok, donc ça on n'a plus le droit de le faire, ce qui limite évidemment la puissance des expressions. Et on peut plus écrire des choses comme x plus quelque chose, puisque une variable, on ne connaît pas son type avant de faire la vérification, et pourtant on veut pouvoir l'utiliser comme sous-expression. De la même façon, euh, par exemple, to int de quelque chose, c'est une conversion vers un entier, on veut pouvoir l'appliquer. Voilà, bref. Dans l'ensemble, vous avez compris ce point-là, mais à quelques exceptions près. Donc je rappelle quand même qu'ici il s'agit de différencier la vérification du type et la définition des expressions, même si on peut se mélanger, puisqu'il y a des éléments de typage dans le langage. Voilà. Donc c'est tout pour cette question. Regardons la page suivante. Donc, typage. Non, avant le typage formel, il y avait une autre petite question qui était donner la représentation. Je vais le mettre comme ça pour dessiner l'arbre au-dessus. La représentation du programme suivant sous forme d'AST. Alors, ici, j'insiste sur le A de AST, puisque dans à peu près toutes les copies, à deux exceptions près, je crois, j'ai eu des arbres de syntaxe qu'on appelait juste arbres de syntaxe ou parse tree dans le langage, et pas des AST, qui sont les arbres abstraits. Donc pour le A, c'est pour abstrait. C'était un point du cours dont j'avais parlé, que j'avais présenté au tableau. Euh, Ici, bon, j'ai mis figure parce que c'était au tableau, mais on avait défini les arbres de syntaxe comme des arbres étiquetés par les nœuds terminaux et non terminaux de la définition formelle de la grammaire, et on était ensuite passé aux arbres de syntaxe abstraits, donc, qui cette fois oublient euh, oublie les parenthèses, les crochets, les lexèmes qui n'ont pas de contenu, d'accord. Donc c'est quelque chose qui n'apparaissait pas dans les solutions que j'ai vues. Donc je vais vous montrer plus ce que j'attendais. Il y a plusieurs façons de représenter la ST, hein. Le nom qu'on donne à chaque nœud n'est pas forcément n'était pas déterminé, on n'avait pas de convention unique là-dessus dans le cours. Donc, comment on. En fait, il faut vraiment représenter la structure arborescente du langage sans les décorations syntaxiques qui ne changent rien à la structure. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Alors, ici on a un while, ok. Je vais l'écrire comme ça, même si j'acceptais différentes syntaxes. Un while, je pourrais l'appeler while exp, comme on l'appellerait en Java. Bon, je vais juste mettre. Je vais, ouais, je vais l'appeler while exp pour pas qu'on confonde avec le lexème while, justement. Donc, while exp, ça, c'est un constructeur qui a deux sous-arbres, une expression pour le test et une instruction pour le corps de la boucle. Ok, je ne fais pas apparaître les crochets ni les parenthèses, etc. Euh, L'expression pour le test, c'est quoi? C'est le constructeur lower, que je vais appeler lower exp. Si on met juste lower, on comprend, l'important étant que le mot-clé lower n'apparaisse pas comme un sous-arbre de l'expression, puisque c'est un token qu'on ne considère pas dans la version abstraite des arbres de syntaxe. Okay. J'ai pas été trop punitif sur ce point-là, hein. J'ai dû enlever un point, mais au niveau des définitions, c'est un peu important le moment où on parle des choses de la syntaxe détaillée, le moment où on parle vraiment de la structure du code, euh, en juste la structure arborescente sans le reste, quoi. Euh, Lower exp, donc c'est l'expression lower qui prend un seul paramètre ici, qui est une lettre. Alors ici, bon, on pourrait mettre la lettre directement, disons qu'on va mettre plutôt letter, et enfin comme ça, voilà, ça c'est une représentation possible. À droite, qu'est-ce qu'on a? On a, là vous n'êtes pas trop tombé dans le piège, la difficulté était de bien parser les instructions, dans la mesure où j'ai pas mis de crochet après le if. La seule instruction qui est faite si on rentre dans le if, c'est le print machin, ok. Donc en fait, ce qu'on a dans le while, c'est trois instructions qui sont séparées par les points-virgules, c'est ça qui détermine le parsing ici qu'on fait dans notre tête ou au brouillon. Donc
if x plus 1 print a plus 2, ensuite la déclaration int x, puis la déclaration z égale to int de x. Okay, donc j'en ai 3, je vais appeler ça liste d'instructions par exemple. Okay, on reconnaît un peu la hiérarchie de classes qu'on implémente en Java dans les TP pour représenter l'AST. Donc là on est vraiment dans l'AST, on n'a pas de champ correspondant aux aspects lexicaux, des parenthèses, etc. dans cette structure-là non plus. Okay. Donc première instruction, c'est la condition. Donc une condition, c'est quoi? C'est une expression pour faire le test et une instruction qu'on réalise si le test est effectif. On n'a pas de branche else, donc on n'a qu'une seule instruction pour cette AST. Donc condition, là, l'expression pour le test, c'est un plus avec un id qui est x et un int qui est 1. Ok, bon, ici même les branches id et int qui sont lunaires, on pourrait les enlever pour la présentation de l'AST, ça serait pas incorrect vu qu'on n'a pas fixé cette grammaire là, mais je vais rester un peu plus détaillé. Et l'instruction qu'on fait dans la branche de cette conditionnelle, c'est donc l'impression print qui n'a qu'une seule sous-expression, qui est à nouveau un plus avec à gauche une lettre et à droite un entier, donc qui est 2 et qui est A. Ici, petite remarque, j'avais une petite tolérance sur ces expressions binaires. Si vous me mettiez le token plus ici, du point de vue de la syntaxe qui est donnée, c'est incorrect parce que justement de la même façon que le print, les parenthèses, le if lui-même, etc., c'est un lexème qui n'a pas de contenu, mais comme en cours et dans les TP, les expressions binaires étaient implémentées sous forme d'AST où l'opérateur était vraiment un champ de l'AST. Bon, dans ce cas-là, si vous mettiez le plus, mais que vous aviez quand même un arbre abstrait sur le reste, j'acceptais, en imaginant qu'on ait cette petite modification dans la grammaire qui permette par exemple d'avoir d'autres opérateurs unaires, où là, l'expression binaire aurait donc bien 3 champs. Okay, mais formellement, il fallait pas le mettre. Ensuite, voilà pour la conditionnelle. La deuxième instruction de la liste, c'est la déclaration. Donc, ici, une façon de penser à l'arbre abstrait, c'était de penser à l'AST Java qu'on implémente en fait. C'est celui que j'ai en tête quand je mets les noms de mes nœuds, même si c'est pas indispensable. Déclaration, il nous faut un id à gauche et un type à gauche et un id à droite. Là, pareil, le fait de mettre type et id littéralement, c'est pas indispensable pour la ST parce que dans la définition du langage, une déclaration a forcément un type à gauche et un id à droite. Ok, je le mets quand même pour plus d'exhaustivité, mais si on le met pas, ça reste une représentation correcte de la ST. De la même façon qu'on met pas exp à chaque fois qu'on attend une expression quelque part, si c'est forcé par la grammaire, c'est une forme de redondance ici qui est pas bien méchante, mais qu'on peut garder en tête pour plus de précision. Type donc int et identifiant x. Voilà, notre liste d'instructions contient une troisième instruction qui est une affectation. Donc une affectation, ça a un identifiant à gauche, par ici je suis pas obligé de le mettre, qui est z, et une expression à droite. Ici c'est toInt, toInt, donc qui en tient une seule sous-expression qui ici est un identifiant qui est la variable x. Ok, donc évidemment il y avait plein de formulations possibles, vous voyez le nom, la structure de mes nœuds, tout ça, il y avait des variations qui étaient acceptées. Par contre, voilà, je rappelle, j'ai enlevé un point à chaque fois que j'ai vu les crochets, les points-virgules, les parenthèses,
les print, les toInt, à chaque fois, s'ils apparaissent s'ils apparaissent dans le nom du nœud, c'est pas très grave. Mais si par exemple dans la conditionnelle vous me faisiez apparaître, euh, je sais pas moi, le if comme si c'était une partie de l'arbre de la condition, un sous-arbre du nœud conditionnel, dans ce cas-là c'était vraiment pas correct au niveau de la définition qu'on en avait, à savoir on enlève les lexèmes sans contenu. Les lexèmes avec contenu les, euh, étant vraiment les terminaux style lettres, int, etc. Ok. Voilà pour cet exercice. Passons au suivant. Donc le suivant, alors un peu difficile aussi, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément, que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Alors j'avais fait un cours dessus qui s'appelle, c'est un cours qui s'appelle Type sur la page du cours, voilà, que j'ai trouvé ici. Donc il y avait des exemples avec les définitions, des exemples d'extension du système de type quand on rajoutait des tableaux par exemple que vous pouviez voir ici, des exemples avec les instructions et la gestion des contextes pour les variables. Euh, que dire d'autre? Oui, quand même pour ma défense, à la fin de ce cours, j'avais signalé que ça serait sûrement au contrôle. J'avais envoyé un exercice pour vérifier, pour que chacun puisse vérifier qu'il avait bien compris le mécanisme de ces systèmes de typage. Donc je pense que ça restait un signal à saisir, même si c'est quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude. Revenons, revenons à ce qui était demandé. Euh, donc, les règles de dérivation de typage prennent la forme suivante. Donc ça, je l'ai mis en note de bas de page et je l'ai rappelé pendant l'examen. Quand on écrit une dérivation de typage, ici, on ne met pas les gammas qui sont là. D'accord? Les gammas, ce sont des abréviations pour dire dans n'importe quel contexte. Ok, ça, j'avais insisté dessus en cours, mais ou sauf si, voilà, je dis ça parce que j'ai un exemple de dérivation où j'ai quand même utilisé les gammas. Où est-il? Ici, voilà, vous voyez, dans le cours, j'ai j'ai mis les gammas dans une dérivation formelle parce que c'est une abréviation. C'est juste que si je mettais, si je mettais littéralement l'environnement de cette dérivation, ça rentrait pas dans la page. Donc il faut le penser comme une abréviation. Ici, une abréviation d'un contexte concret. Et quand on définit une abréviation pour dire, quel que soit le contexte, la règle fonctionne de cette façon. Alors, revenons-y. Donc, écrivez la dérivation de typage du programme suivant. Donc, on va y aller. Une dérivation de typage, ça s'écrit en général du bas vers le haut, comme quand on écrit une preuve en déduction naturelle, une dérivation, enfin un truc sous forme d'arbre. Euh, alors, attendez, je vérifie juste que ma tête ne cache pas ma correction. Donc, int x, int y, print x plus y. D'ailleurs, je vous prie de m'en excuser, il y avait également une petite erreur ici, puisque si on applique exactement les règles que j'ai données dans le contrôle, il fallait rajouter une paire d'accolades. Il fallait en fait écrire la dérivation pour ce programme-là. Okay, donc c'était une petite nuance qui, je crois, n'a pas posé de difficulté à ceux qui ont écrit la dérivation. S'il n'y avait pas les accolades dans l'exercice, évidemment, je sanctionnais pas là-dessus, mais pour être entièrement rigoureux, c'est plutôt comme ça qu'il aurait fallu l'écrire. Donc, je prie de m'en excuser à nouveau. Donc, une dérivation, c'est quoi? On vérifie que le programme est bien typé dans un contexte vide. D'accord? J'avais mis une petite note de bas de page qui disait que si le programme ne contient aucune variable non déclarée,
c'est le cas de notre programme ici, hein, les seules variables utilisées c'est x et y et elles sont bien déclarées dans le programme. Okay. L'environnement doit être vide en conclusion de la dérivation. Donc ça veut bien dire qu'ici, on a un environnement qui est l'ensemble vide. On n'est pas obligé de noter ensemble vide évidemment, mais c'est-à-dire que la dérivation doit se conclure comme ça. Maintenant, comment ça marche? Eh bien, on applique les règles. Quelles sont les règles qu'on peut appliquer ici? Eh bien, on voit que le programme commence, si on regarde justement son AST, le premier point, c'est une déclaration. C'est le int x ici. Et une déclaration, j'ai rappelé la règle là. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que, quel que soit le gamma que j'ai en conclusion de ma preuve, ici c'est un gamma qui est vide, eh bien, si dans ma preuve j'ai une déclaration de la variable x avec le type t, eh bien, je peux toujours typer la suite du programme en rajoutant x de type t dans le contexte. Ce qui est assez logique. C'est une façon de dire que si ce programme-là, ici, entre accolades, est correct dans un contexte où x est de type entier, eh bien ça veut dire que si on oublie le contexte, l'ensemble de ce programme-là avec la déclaration est bien typé. Okay. Donc, je mets ici le petit nom de la règle qui va bien. Et je dis que voilà, si dans un programme où mon contexte me dit que x est de type entier, alors je peux typer cela, int y, point virgule, print x plus y. Ok. Pardon, j'ai oublié la conclusion, évidemment, ça, ce sont des instructions ici aussi. Voilà, okay, il y a l'ensemble vide à côté que j'ai pas remis. On ne le note pas en général. Ici, mon programme commence à nouveau par une déclaration, donc je peux la sortir aussi pour la mettre dans le contexte en utilisant une deuxième fois ma règle déclaration qui dit que cette fois le contexte que j'avais dans lequel je rajoute ma déclaration, eh bien c'est il n'est pas vide, il y avait déjà x de type entier dedans. Maintenant, on rajoute que dans ce contexte, y est de type entier. Et je mets ensuite la suite print x plus y. D'accord ? Voilà, donc ici on voit pourquoi il fallait les deux paires d'accolades, hein, parce que dans la règle telle que je l'ai présentée ici, dès qu'on introduit une déclaration, on met entre accolades la conclusion de façon à avoir une liste d'instructions qui respecte la grammaire qu'on a donnée. Dans la grammaire que j'ai donnée au début, toutes les listes d'instructions sont entre accolades, donc voilà, pour être rigoureux et que les règles soient cohérentes, c'est comme ça qu'on le présente. Donc maintenant, comment on continue? Eh bien, bon, c'est assez facile, hein, ça c'est encore une instruction. Ici, il n'y a qu'une seule règle qu'on peut appliquer, c'est la règle du print. Print, la règle me dit qu'on n'imprime que des entiers. Par exemple, me dit que si ce que j'ai entre les parenthèses, si l'argument du print est un entier, alors le print est une instruction bien typée, sachant que le contexte n'a pas changé, c'est toujours y de type int et x de type int qu'on a à gauche de ce symbole ici qui s'appelle le taquet. Donc comment on fait pour prouver que x plus y est de type int? C'est pas très compliqué puisque dans l'environnement on a x de type int et y de type int et qu'on a une règle qui nous dit que si on arrive à montrer que deux éléments sont de type int, leur addition est aussi de type int. Okay, donc ici c'est la seule règle
qu'on peut appliquer, c'est la règle du plus qui a deux prémisses. Donc il faut que je sois capable de prouver d'une part que x soit de type int et d'autre part que y soit de type int aussi. Okay, alors comment on fait pour prouver ça? C'est pas très compliqué parce que on voit que dans cette règle, l'environnement que j'avais ici n'a pas changé. C'est le même. Donc si j'applique cette règle, je suis obligé de recopier que x est de type int, y aussi. Pardon pour la lisibilité. Et alors, comment je fais pour prouver que x est de type int dans un contexte où j'ai x de type int? Eh bien ici c'est très simple, on a la règle de variable qui dit que si x est d'un certain type dans le contexte, alors x est d'un certain type en conclusion, c'est une expression bien typée. Donc en fait, ces deux lignes, on peut les terminer avec la règle var. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet exercice sur le typage. À nouveau, j'avais mis un exercice en ligne sur la page du cours, donc je vous encourage à aller voir, à essayer de vous exercer un peu avec si vous le souhaitez. Il s'agissait dans un langage standard, typé à peu près comme ça, de prendre un programme peut-être un peu long, je crois que je suggérais la factorielle, et de faire sa dérivation. Le plus difficile en fait c'est la gestion des contextes et des déclarations de variables. Le reste ça ressemble à ce qu'on fait assez naturellement quand on regarde le type d'une expression ou d'une instruction. Voilà. Alors, donc voilà pour cette dérivation. Ensuite, ah oui, alors ensuite on était sur un autre type de question. On vous demandait d'écrire des règles de typage pour les constructions syntaxiques suivantes. C'est-à-dire que vous deviez suivre le schéma que j'avais donné, mais pour des nouvelles constructions. Donc ici, c'est toInt et toLetter, c'était pas les plus difficiles. Si on comprend que ce sont des opérateurs de conversion, à savoir que toInt transforme une lettre en entier, on peut imaginer que ça prend le code ASCII de la lettre, et toLetter qui transforme un entier en caractère littéral de l'entier, comme dans les langages habituels. Alors, une règle, donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, comme toInt et toLetter prennent des sous-expressions comme argument, c'est-à-dire si on les regarde du point de vue de l'AST, il y a un fils qui a une expression, si on les regarde du point de vue grammaire, il y a une expression à l'intérieur du constructeur. Donc ça veut dire qu'il faut déjà être en mesure d'analyser cette expression avant d'analyser le bloc complet. Je m'explique. Si vous avez une expression E qui est de type letter, vous pouvez la traduire en entier avec toInt. C'est un peu la logique du truc. Donc c'est vrai sous n'importe quel contexte gamma. Ici, je reprends la même notation. Le contexte n'intervient pas. Je crois que dans aucune des règles que je vous demandais, le contexte n'intervenait. Donc on peut laisser cette abréviation. Donc si dans le contexte gamma, E est bien typé comme étant une lettre, et bien dans le contexte gamma, tout int de E est bien typé comme étant un entier. Ok, c'est sans surprise. On peut lui donner éventuellement un nom, voilà, tout int. Pour toLetter, bon, on devine que c'est le symétrique. Si vous avez typé une expression E comme étant une entière et que vous lui appliquez le constructeur toLetter, vous obtenez une expression de type letter. Ok. Peut-être le plus difficile c'était le read, parce que pour le read la lecture j'en ai donné j'ai fait une remarque dessus un peu plus tôt. Dans la lecture on n'a pas de sous-expression, on n'a pas
c'est un opérateur qui n'a pas de contenu, un peu comme skip, break, euh, je, enfin, un return qui aurait pas d'argument. Voilà. Read, c'est vraiment un opérateur tout seul qui permettra au niveau du flux de données de récupérer des trucs pendant l'exécution en fonction de lecture de fichiers utilisateurs, mais tel quel, c'est pas comme on lit sur l'entrée standard du programme, euh, la lettre n'apparaît jamais dans le texte du programme, si vous voulez. Donc ça veut dire que d'un point de vue du typage, read, c'est toujours quelque chose qui sera du type lettre. Il y a pas besoin de faire une supposition sur aucun autre élément du langage parce qu'il n'y a pas d'autre élément du langage qui intervient dans cette lecture-là. Donc, en fait, dans n'importe quel contexte, read, et il n'y a pas de paramètres, hein, on garde cette syntaxe-là, bien sûr, eh bien, est de type letter. Et il n'y a pas besoin de faire d'hypothèse. Alors, syntaxiquement, formellement, comment ça se présente, eh bien, c'est que du point de vue du typage, c'est un axiome. Quel que soit le contexte, dans n'importe quel programme, read, ça contient une lettre, puisqu'on suppose que c'est une lecture de lettres en tant qu'effet de bord. C'est la sémantique qu'on se donne au langage, la définition qu'on en propose en fonction de ce qu'on veut qu'il fasse. Donc voilà, c'était peut-être le plus difficile parce qu'il fallait comprendre ce point un peu subtil et que la lettre en question n'est pas, du point de vue du langage, n'apparaît pas là-dedans. Ok. Je vais donner un nom aussi. Ensuite, if. Bon, if, il était dans le cours, mais je le remets quand même. Les conditions sont représentées par des entiers, donc il n'y avait pas de booléen explicite, c'était des entiers dans ce langage. Donc, si on a une expression de type entier et une instruction quelconque, on peut en déduire que l'entier utilisé comme condition suivi de l'instruction i, eh bien ça nous fait bien l'instruction conditionnelle. Ok, ici je mets pas le point virgule parce qu'il est géré dans les listes d'instructions. À la limite c'est un détail. Au niveau du contexte, ici ça reste vrai quel que soit le contexte. Il n'y a pas besoin de toucher à ça. L'affectation, pareil, c'était dans le cours. L'affectation, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine variable à laquelle on affecte une certaine expression. Alors ça, c'est une instruction, hein, quand on fait une affectation, c'est du type statement. Alors pour ça, petite subtilité aussi, celui-là c'était pas le plus facile non plus. Il faut juste que x et e soient forcément du même type. On peut dire que x est égal à l'expression e que si x a été déclaré du type int par exemple et que e est bien une expression de type entière. Dans tous les cas où les types sont différents, c'est mal typé. Et sinon, quel que soit le type, ça sera bien typé s'ils sont identiques. Donc, comment ça s'écrit? Eh bien, ici, un peu comme dans la déclaration qu'on avait plus haut, où on met t pour un type quelconque, on s'autorise également une abréviation. C'est-à-dire qu'il faut que x soit de type t et que e soit de type t, quel que soit t. Okay. Et ça reste vrai dans n'importe quel contexte. Ici, il y avait une autre façon de le présenter. Si vous m'écriviez deux fois, j'ai vu une fois faire ça c'était tout à fait correct. Si vous me mettiez deux fois cette règle et à la place de t, vous mettiez un coup int et un coup letter, ça fonctionne. Parce qu'ici, le t majuscule, c'est juste une abréviation pour dire cette règle s'applique quel que soit t. Je trouve que dans notre langage, on n'a que deux types, donc on pouvait écrire les deux règles comme ça, c'était entièrement acceptable. D'accord. Ensuite, la dernière, upper, qui renvoie une lettre en majuscule à partir d'une lettre en minuscule. Donc, quand est-ce que upper de l'expression e, et pour ça je renvoie à la grammaire pour vérifier que c'est bien un truc qui prend une expression en argument, quand est-ce que ça c'est bien typé? Eh bien, quand e est une lettre, okay, ça transforme une lettre en une lettre, donc il faut que e soit de type lettre, et en conclusion, quand on applique upper,
ça reste de type lettre, d'accord? Et ça reste vrai dans n'importe quel contexte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces règles? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, on peut leur donner un nom. Ça, j'avais commencé, je le fais pour être cohérent, c'était pas du tout une obligation. Donc, if, if et upper. Voilà, c'était une présentation possible, hein, où il y avait quelques variations. Voilà, donc on peut passer maintenant à l'exercice 3 qui repose aussi sur la question de vérification du typage. Donc, je vais me le mettre là dans un coin. Ici, on passe à la vérification du typage avec le visiteur en Java. Donc, c'était un exercice qui revenait sur deux parties du cours. Alors, donc il y a la partie du typage qu'on vient de voir avec les exemples que je viens de mentionner, et il y a le cours sur la vérification de type qui expliquait comment le design pattern visiteur permettait d'effectuer la vérification de type. Donc il y avait un premier... Pardon, excusez-moi, avec les animations, ça... il y a un premier visiteur ici qui remplit la table des symboles. Bon, là, quand on est dans un cadre où on est monobloc, bon, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de subtilité là-dedans, c'est juste enregistrer les déclarations. Et un deuxième qui vérifie le type et qui peut avoir besoin de consulter la table, donc de voir quelles déclarations ont pu être faites. D'accord. Donc, bon, ça c'était les petites animations pour expliquer le fonctionnement du premier. Hop. Et voilà, c'est le second qui nous intéresse, le second qu'on appelle type checker. Je pense que je l'avais mis dans le cours d'ailleurs. Vérifions. Voilà, c'est le type, la classe type checker dont j'ai parlé, bon, que vous avez vu en TP par la suite. Mais revenons là-dessus voilà, sur ce premier exemple. La partie qui est importante, c'est que ce deuxième visiteur, retourne un type. Vous vous rappelez que c'était plus un exercice sur le design pattern en fait visiteur que sur la vérification de typage en soi. Parce qu'ici, il fallait bien comprendre que le visiteur retourne un type. Bon, ça c'était précisé dans l'exercice, on y reviendra. Et comme son objectif est de faire un parcours récursif de l'arbre, il attend de voir qu'est-ce qui est retourné dans les sous-arbres que vous voyez ici. Donc là on a le sous-arbre gauche où on a int qui est retourné pour la vérification de type. C'est après vérification dans la table des symboles, mais à la limite il n'y avait pas besoin d'avoir compris le mécanisme de la table des symboles pour répondre à cet exercice. Ensuite le sous-arbre droit, et donc quand le visiteur a fini de parcourir ses sous-arbres, il retourne toujours une valeur qui correspond au type. C'est pour ça que dans le cas des instructions, en général, on rajoute un type pour les instructions pour qu'ils puissent continuer à travailler sans qu'il y ait d'erreur, d'exception, ou dans le cas de Java, de null pointer un peu pénible et qu'on ne voudrait pas voir arriver. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait avoir en tête, et notamment le plus important, c'était l'idée de parcours récursif. Alors, donc revenons à cet exercice 3, après ce petit rappel du cours. Donc ici on suppose que l'interface du visiteur est implémentée pour l'ensemble de l'AST, d'accord. C'est-à-dire que toutes les classes qui correspondent au nœud de l'arbre de syntaxe abstrait ont une méthode accept qui permettra au visiteur de se diffuser sur les sous-arbres. Alors, page suivante, regardons ce qui était demandé plus précisément. C'était, je vais mettre comme ça, c'était l'extension du langage. On veut rajouter des chaînes de caractères, en sachant que ce qu'on a dans notre langage, c'est uniquement des lettres, d'accord. Ici, chaîne de caractères, ça pouvait être compris comme suite de lettres d'ailleurs, et pas forcément de caractères quelconques. Alors, on souhaite rajouter des chaînes de caractères au langage.
indiquer les modifications à faire dans la grammaire en sachant qu'on souhaite également un opérateur add qui permet d'ajouter une lettre à la fin d'une chaîne de caractères. D'accord? Ici, l'aide, voilà, c'est à comprendre comme caractère pour simplifier un peu, même si si vous me définissiez les chaînes de caractères comme des chaînes de caractères standards des langages de programmation où on peut avoir tous les symboles, etc., c'était correct. Si c'était juste comme des suites de lettres telles qu'elles étaient déjà définies dans le langage, c'était correct aussi. Et j'étais volontairement imprécis là-dessus pour vous laisser préciser vous-même ce que vous aviez en tête. Donc, quelles sont les modifications à faire dans la grammaire? Eh bien, ici, il y avait, je crois, au moins trois choses à faire. Alors, la première, c'est de rajouter en fait, les chaînes de caractères. Donc, on peut dire par exemple qu'on a un nouveau token string. Euh, Pardon, c'est pas dans, c'est pas dans une liste de c'est pas dans une liste de grammaire, c'est vraiment le nouveau lexem. Là-dessus c'était vous pouviez proposer plusieurs choses. Vous pouviez proposer letter plus, vous pouviez proposer je sais pas, vous pouviez proposer un peu ce que vous voulez, je sais pas, AZ 0 9, voilà. Oui, non, Letter Plus à la limite c'était pas. Pardon. Letter Plus c'était pas terrible, je m'en rends compte en le disant, parce que euh, le, le lexem letter était entouré d'apostrophes. Donc si on mettait une suite de lettres dans ce sens-là, il aurait fallu que ce soit une suite avec des apostrophes entre chaque truc. C'est pas exactement la représentation qu'on a envie d'avoir pour les chaînes de caractères. Donc on peut imaginer, bon, si je mets pas les caractères spéciaux, on peut imaginer ça. Ça laisse la possibilité, ouais, même ça laisse la possibilité d'avoir une chaîne de caractères vide, euh, avec des guillemets pour les encadrer par exemple. Alors, euh, peut-être un caractère d'échappement. Bon, ici pour la spécificité à NTLR, c'était pas rigoureusement exigeant, mais bon, en tout cas, ce qui était important pour moi, en tout cas, c'était d'identifier les ajouts qu'il fallait faire. Donc les ajouts, c'est les valeurs chaîne de caractères en elles-mêmes. Il y avait un deuxième élément, c'est qui était demandé, c'était l'opérateur add. Donc add ici, il faut se demander ce que c'est, où il doit apparaître dans la grammaire. Eh bien, euh, add, il apparaît plutôt comme une expression, parce que le, dans le même sens que les autres opérateurs étaient classés comme expression, si on suit la logique du langage tel qu'il était présenté, c'était plutôt, voilà, plutôt une nouvelle expression. Alors, les parenthèses. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Et là, il faut faire un peu attention. C'est des expressions. C'est-à-dire une expression, une virgule et une deuxième expression. Alors ici, pourquoi des expressions alors que j'ai dit dans la question qu'on mettait une chaîne de caractères en premier point et une lettre en deuxième point? Eh bien, pour ça, je vous renvoie à la question 1 qui vous demandait pourquoi, même si on connaît le type des éléments qu'on met comme argument dans l'opérateur, on ne peut pas les mettre littéralement dans la syntaxe, parce que add de exp, on peut imaginer des applications où, je sais pas, en chaîne de caractères comme premier point, on a une chaîne de caractères qui a été obtenue en faisant un rajout, par exemple. On peut imaginer add de, je sais pas, chaîne vide, lettre A, et comme caractère quelque chose qui serait, je sais pas, une variable x, ou même
toLetter, voilà, on avait un constructeur comme ça, toLetter de x, qui serait un entier par exemple. Ok, donc si on reste si on reste dans l'idée d'avoir un langage logique et expressif, on ne pouvait pas mettre chaîne de caractères à droite et lettre à gauche, sinon ça voudrait dire que l'ajout d'un caractère à une chaîne de caractères ne se fait que quand on les connaît littéralement dans le programme. Si c'est le cas, en général on n'a pas besoin d'utiliser le constructeur, puisque si on les connaît, on l'écrit littéralement, et voilà. Alors, dernier point, il fallait pas oublier de rajouter un type, parce que chaîne de caractères, c'est pas le même type que letter, c'est pas le même type que int. Donc dans la syntaxe, vous aviez int, letter, et donc il fallait rajouter string, str, ce que vous voulez là-dedans. Ok. Donc ça c'était les ajouts. La petite subtilité était le add avec les expressions, et de ne pas oublier que quand on introduit un nouveau type de données, il faut qu'on puisse déclarer des variables ayant ce type là, et comme j'ai précisé que les chaînes de caractères et les lettres n'ont pas le même type, voilà. Plus difficile, implémentons la méthode de visite correspondant à l'opérateur add. Donc entre-temps, vous avez normalement écrit les méthodes du type checker, ou commencez à le faire en tout cas, pour le petit langage DTP, donc vous voyez peut-être un peu mieux ce qu'il fallait faire. Au moment du contrôle, c'était pas le cas, donc c'est pour ça que je disais que c'était plus un exercice de design pattern que de type checking en général, parce que si on relisons ensemble l'énoncé, donc supposons qu'on dispose d'une classe typeChecker implémentant l'interface visitor type. Alors ici c'est important de noter ça, c'est pas juste l'interface visiteur. Quand on a ça entre chevrons, ça veut dire qu'on sait que les méthodes doivent retourner le type des nœuds de l'AST qu'elles visitent. Okay, donc à ce stade, on sait déjà que notre méthode, elle va avoir cette tête là. Elle va être je sépare. Notre méthode, elle va renvoyer un type, elle va s'appeler visite, et elle visite quoi? Elle visite un nœud de l'AST, d'accord. Ça c'était le fait que le visiteur était implémenté pour les nœuds de l'AST était précisé plus haut dans la question. Donc un nœud de l'AST qui correspond au constructeur add, on va l'appeler exp add. Enfin, le nom n'était pas fixé, on peut imaginer qu'il s'appelle comme ça. Voilà, donc ça c'est une méthode qui doit renvoyer un type. Ok. Donc ça on pouvait le deviner si on avait bien compris le pattern visiteur à ce stade-là. Les méthodes renvoient le type de chaque nœud et renvoient une erreur en cas de mauvais typage. Donc les erreurs, voilà, on supposait qu'on avait des méthodes de gestion d'erreurs, donc c'était pas très important. Et on doit donc écrire la méthode de visite de add. Clac, clac, clac. Il manque une parenthèse fermante d'ailleurs. Et on a une instance de la classe error avec une méthode add node n string s pour le nœud où s'est produit l'erreur. Ça permet de faire un message qui indique à l'utilisateur la ligne du code source où il y a un problème, et string s le message de l'erreur. Ok. Alors que doit-on faire? On a une expression qui est une instance de add. Alors add, comme on le voit dans la syntaxe ici, ça a deux sous-expressions, deux paramètres, un qui est supposé être une chaîne de caractères, et donc on doit le vérifier, et l'autre qui est supposé être une lettre, et ça on doit le vérifier aussi. Donc comment on fait ça? Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de récupérer les sous-arbres de notre expression. Donc essayons de
je sais pas moi, hmm, node exp letter égale e.get, je sais pas, lexp par exemple, et un deuxième nœud exp égale e.get s exp. Ok, j'aurais pu mettre left et right d'ailleurs, puisqu'il y a deux expressions, une gauche, une droite. Avant de faire ça, on ne connaît pas encore leur type, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier tout ça? Eh bien, il faut vérifier que l'expression qui est supposée être une lettre est bien de type lettre, et pour ça, il faut appeler notre visiteur récursivement sur le sous-arbre. Et ça, c'était extrêmement important. Okay, sur la présentation, l'écriture du Java, il n'y avait pas une attente extrêmement pointue sur le texte. Par contre, ce qui devait apparaître impérativement, c'était le pattern visiteur, à savoir que le visiteur se rappelait sur ses sous-nœuds pour récupérer ses infos et faire la vérification. Donc, vérifions déjà que la première expression est bien une lettre. Comment on fait? Eh bien, on vérifie que ce qu'on vient de récupérer expletter, on lui fait accepter notre type shaker qu'on est en train d'écrire. Okay, c'est ce qu'on a écrit dans tous les visiteurs dans le cours et les TP pour faire l'appel récursif sur les sous-arbres. Donc, si ça c'est égal à eh bien, bon, là l'égalité, la façon dont est implémentée l'égalité avec les types, c'était pas précisé, donc il y avait beaucoup de liberté sur la façon de l'écrire. Disons que on peut dire type.letter, bon, voilà. Quoi que ça veuille dire en Java, comme on précise pas l'implémentation, c'est pas très important. On peut imaginer, pour la vérification, le plus simple, ça serait plutôt de faire un toString, de vérifier que les types s'évaluent dans la même chaîne de caractères quand on les récupère. Voilà, pour l'instant je vais l'écrire comme ça, hein, c'est du Java pas très propre, mais c'est pas ce qui est important ici. Pour l'implémentation, je vous renvoie au TP. Donc, si bon, on va plutôt tester d'ailleurs si c'est différent dans un premier temps. Si l'expression gauche n'est pas une lettre, on renvoie une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Errors.add. Ok, ça c'est mon error, c'est mon instance de la classe error. Errors.add. Alors le nœud E lui-même et je sais pas, on peut dire lettre attendue. Ok. D'ailleurs, je me rends compte en écrivant que le L ici tient bien pour lettre et pas pour left, puisque c'est dans l'énoncé, à droite on a une lettre et à gauche on a une chaîne de caractères. Peu importe, ici on fait plein d'hypothèses sur les accesseurs, les trucs, voilà, c'est pas tant que c'était compréhensible. Voilà. Ensuite, eh bien, on fait la même chose avec l'expression qui est supposée être une chaîne de caractères qu'on a récupéré ici. Hein. C'est vraiment le point accept qui était important dans cet exercice. Point. Vous pouviez pas, j'ai vu pas mal de copies où il y avait un get type ou quelque chose comme ça. Si vous imaginiez qu'on puisse avoir une fonction get type sur les nœuds, c'est très problématique parce que ça veut dire que vous avez vraiment pas compris comment on peut faire la vérification du typage en sachant que statiquement un nœud tout seul on peut pas connaître son type s'il contient des variables par exemple, c'est impossible, il faut vraiment faire tout ce schmilblick, donc voilà, d'où le fait que le visiteur était important. On suppose que la table des symboles a été faite, etc. Bon, c'est pas, voilà, c'est
ce qui n'est pas un détail, c'est vraiment de faire les appels. Donc ensuite, pareil, on regarde si c'est de type string. On fait pareil, errors.add d'une E avec un petit message d'erreur qui va bien, chaîne attendue par exemple. Et si on enfin qu'on ait eu des erreurs ou pas, en fait, à la limite, peu importe, on renvoie quelque chose, puisque je rappelle qu'on est on est dans un visiteur qui doit renvoyer un type, ça c'était vraiment explicité dans la question. Qu'est-ce qu'on retourne? Bon, on peut imaginer type. Qu'est-ce que j'ai mis? String, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. En pratique, c'est string, c'est implémenté par un nouvel objet, une nouvelle instance de l'objet type primitif avec le paramètre string qui est un enum. Voilà, pour cet exercice, c'était un détail. Je ne vous demandais pas le code précis avec l'implémentation en détail. Ce que je vous demandais, c'était plus l'algorithme dans le contexte où la vérification se fait avec un visiteur. Ok, avec du pseudo Java approximatif, ça va tant que le pattern visiteur faisait explicitement ce qui était demandé, c'était bon pour moi. Alors voilà pour cet exercice sur le Java, et je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà pour cette correction de contrôle. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un mail si c'est des questions plus détaillées. Voilà, pour la suite de ce module, je l'ai annoncé en cours et en TP, mais je le rappelle, au niveau contenu, il nous reste 3 séances, je crois. On a terminé avec la partie syntaxique, dans le sens où on visite le code source du programme avec des représentations particulières pour en extraire certaines informations. On va passer à partir de la rentrée à une partie plus opérationnelle. On va encore écrire des visiteurs de l'AST, toujours le même design pattern, donc il faut bien le maîtriser, comprendre ce qu'il fait, utiliser éventuellement le visiteur générique pour pouvoir un peu optimiser l'écriture de code à ce stade-là. L'objectif, ça sera maintenant d'essayer d'aller vers le code machine. Okay, on a fait la vérification de typage pour plusieurs raisons que j'ai expliquées en cours. Maintenant, on va transformer le code en un autre code de plus en plus bas niveau. Okay, pour ce que ça veut dire, je vous renvoie au premier cours, mais voilà. Ça va se faire en plusieurs phases. On va avoir une représentation intermédiaire, puis après la génération de l'assembleur. Donc si tout va bien, le prochain cours sera sur la création de la représentation intermédiaire, donc décomposition de la ST en opération vraiment élémentaire, avec très peu de paramètres, très peu de profondeur. Ensuite, deuxième cours, l'assembleur, comment on passe de la représentation intermédiaire à l'assembleur. Et dans le troisième et dernier cours, j'aimerais qu'on parle d'optimisation et de vérification. C'est-à-dire, dans la génération de code, il y a des éléments qui sont intéressants à voir, notamment l'allocation de registres, des étapes de vérification de code. Enfin voilà, ça sera un cours dont le contenu reste à définir en fonction déjà de vous. S'il y a des points d'ouverture que vous voulez me suggérer, je peux le prendre en compte, et en fonction de la vitesse à laquelle iront les autres cours, bien sûr. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances ou une bonne rentrée le cas échéant, et je vous dis à bientôt.